On va maintenant pouvoir inviter sur scène Madame Santa Ottave pour le DAC Corse sur les ruptures dans les parcours en cancérologie en Corse. Un grand merci à vous. Donc, bonjour à tous. Je pense que je vais essayer d'être rapide parce qu'on arrive à l'heure du repas et je pense que tout le monde a un petit peu faim. Donc, je vais vous présenter rapidement. Alors, on a parlé beaucoup des DAC ce matin. Rappeler les principales missions des DAC qui sont au nombre de 3 avec une exception en Corse que je détaillerai. Alors, attendez. Voilà. Alors, une première mission qui est une mission d'information et d'orientation des professionnels vers les offres et les ressources du territoire. Une deuxième mission qui vise à accompagner des patients en situation complexe et à coordonner leur parcours. Et une troisième mission, en fait, qui s'alimente des 2 premières, à savoir finalement ce qu'on observe et ce qu'on capitalise à travers les demandes d'information et d'orientation qui nous remontent, et finalement aussi ce que l'on observe comme difficultés réelles sur les parcours qu'on accompagne. Et donc cette mission d'animation de territoire et au regard des observations qu'on pose sur les ruptures doit nous permettre d'initier des démarches pour animer des démarches d'amélioration des parcours. Donc au niveau de la Corse, c'est vrai qu'au démarrage, on s'est centré sur le public des personnes âgées, étant donné aussi la démographie de l'île. Mais pour autant, on a, lorsqu'on avait des orientations des professionnels, pu accompagner des patients de tout âge, le plus jeune ayant 13 ans dans la file active du DAC de Corse. Donc on a travaillé de manière très très concertée avec les services de la collectivité de Corse, pour lequel d'emblée on a souhaité clarifier la clé d'entrée usagée pour les personnes âgées aussi et la clé d'entrée professionnelle. Donc le DAC en Corse n'est pas une clé d'entrée usagée, on est vraiment centré sur une clé d'entrée professionnelle. Pour autant, si un usager nous appelle, on réoriente la demande. Donc, comment on intervient? Soit on répond directement à une sollicitation d'un professionnel, soit on est sur une demande d'accompagnement où là, on réalise une évaluation multidimensionnelle, et j'insiste sur ce point et vous verrez par la suite de la présentation pourquoi cet élément est important. Et ensuite, on met en œuvre donc un accompagnement individualisé de la situation complexe sur une logique d'aller vers. Donc, on est vraiment organisé sur une logique d'aller vers domiciliaire, où on peut venir en appui aussi bien sur une sortie d'hospitalisation, où la situation complexe est identifiée, que sur une situation signalée au domicile. Donc on est maillé, comme vous voyez, sur... alors attendez, je sais pas... Voilà. On est maillé sur tout le territoire en proximité. Alors évidemment, on a 2 antennes, une à Ajaccio, une à Bastia. Mais pour nous, l'intérêt, c'était aussi d'avoir des infirmières. Donc on a des infirmières référentes parcours qui sont positionnées sur tout le territoire. Alors on s'est raccroché aux hôpitaux de proximité. Sur les territoires où on avait la possibilité. On s'est raccroché également à des maisons de santé ou des CPTS existantes, mais l'idée c'est vraiment de se raccrocher à des organisations de territoire lorsqu'on en a la possibilité. Donc les principes d'intervention, c'est simple, évidemment c'est l'accord du médecin traitant, le principe de subsidiarité, s'il y a une offre ou un acteur qui est là sur le territoire et qui sait faire, on va réorienter la demande. Le principe de neutralité, et on a au niveau des DAC et de la réglementation des DAC en fait un principe de non-opposition du patient. On n'est pas sur un recueil de consentement tel qu'on a pu le connaître auparavant du temps des réseaux. Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais les DAC c'est né d'une réforme dont l'objectif était la simplification. Donc souvent, on nous a posé la question de dire « Ah, c'est encore à nouveau une nouvelle couche au millefeuille ». Non, les DAC, encore, ça réunit, et surtout les territoires et PACA, des dispositifs qui existaient antérieurement autour de ce nouveau socle de mission unifié. Donc en pratique, on a un numéro régional où on nous appelle sur ce numéro unique. Soit on donne l'info, comme je vous l'ai dit, soit on rentre dans une logique d'accompagnement où on évalue et sur la base de l'évaluation, on initie un plan personnalisé de coordination en santé et on crée donc un dossier de coordination numérique régional dans notre solution e-parcours e-Salud où on partage du coup les éléments de ce dossier, dont notamment notre évaluation et notre projet personnalisé de coordination en santé.
Bon, c'est quelques chiffres d'activité. On a démarré en septembre. Bon, là, sur la téléphonie, voilà, on était à 6 000 appels à fin août, sachant qu'on avait ouvert le centre d'appel au mois de décembre. En moyenne, aujourd'hui, sur l'année, sur une année d'activité, il y a 614 patients qui ont été accompagnés, avec, bien évidemment, une file active qui évolue beaucoup par rapport au profil de nos patients. En moyenne, on est sur 37 nouveaux patients par mois. Et sur le mois d'octobre, on a 400 patients aujourd'hui en suivi file active. Donc, on est très centré sur la complexité. Et je fais un focus parce que je ne l'ai pas évoqué. On a vraiment ciblé nos accompagnements sur ces patients complexes. Et donc, dès le signalement des patients, on réalise en fait un repérage de la complexité avec un outil qui s'appelle le COMID, qui est un outil qu'on a piqué à la Suisse, donc qui est utilisé par l'IMAD de Genève, mais qui nous permettait du coup d'avoir rapidement finalement une photo de la complexité de la situation. Donc ça screen différents domaines et ça nous permet finalement d'avoir un contrôle de la pertinence en fait des orientations et des accompagnements qu'on va initier. Donc pour les COMID, on en a réalisé 807. On a diffusé aussi cet outil auprès des services de la collectivité de Corse dans nos travaux d'articulation avec les CLIC. Donc on parle un langage commun. Donc du coup, les orientations, les réorientations sont beaucoup plus fluides. Et on a diffusé aussi cette culture du COMID auprès des professionnels de ville qui apprécient aussi l'outil parce que finalement, ça permet de parler un même langage. Il y a un petit point aussi, parce que je vais en reparler tout à l'heure. On a une mission en Corse un peu spécifique, puisqu'au niveau du DAC, on coordonne le dispositif d'hébergement temporaire d'urgence en EHPAD. Donc le DAC dispose d'une dotation pour venir en appui sur des situations complexes, soit en sortie d'hospitalisation, le retour à domicile n'est pas possible, mais la situation médicale est stabilisée et il y a un temps nécessaire à l'adaptation du logement, soit depuis le domicile, lorsqu'il y a un décès d'un aidant ou une hospitalisation de l'aidant. Et donc, on a 50 places d'EHPAD avec l'ensemble des EHPAD de Corse, ce qui nous permet d'avoir une solution très concrète qui est très appréciée par les professionnels. Alors, sur les parcours cancer, au niveau du DAC, on a effectivement eu des patients atteints de cancer pour lesquels on a été sollicité. On a essayé de regrouper à travers les différents patients accompagnés finalement de manière un peu systémique quelles étaient les problématiques auxquelles on était confrontés. Donc évidemment, le premier grand sujet, c'est la communication entre les professionnels, entre l'hôpital, le patient, les professionnels de ville. Et pour la Corse, on a été confronté à la majoration de cette difficulté sur les parcours Corse-Continent. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer sur les parcours Bon, évidemment, je ne vais rien dire de très surprenant, des difficultés sur les sorties d'hospitalisation. On n'a pas les comptes rendus, on n'a pas les infos. Et lorsqu'on a des problèmes aigus, évidemment, on est confronté à ces difficultés d'admission directe où on n'a pas d'autre solution que de passer par la case urgence. Bon, dans les exemples qu'on a recensés, il y a des difficultés. Alors, le projet présenté tout à l'heure par la CPTS est très intéressant et montre effectivement des perspectives d'amélioration et de structuration des problématiques rencontrées. Donc, sur les chimies orales, sur les traitements morphiniques sans surveillance, sans consigne, sur les règles de préparation, de manipulation. On a vu sur le terrain des choses concrètes qui interpellent et qui préoccupent, et les problématiques d'observance. On a eu aussi des problématiques sur la chirurgie où on s'est rendu compte en dernière minute que finalement, les consignes n'étaient pas passées en amont et que donc certains traitements n'étaient pas arrêtés. Donc reprogrammation, je pense que c'est des choses que tout le monde connaît, mais lorsqu'on y est confronté, c'est vrai qu'on essaye de rattraper le tir et de faire en sorte que tout se réenclenche. Un gros sujet sur les directives anticipées, même lorsqu'on a des équipes en soins palliatifs, difficulté pour lorsqu'elles existent, arriver à les récupérer, arriver à communiquer sur le sujet. Alors, dans les difficultés de terrain, évidemment, en problématique de démographie médicale auxquelles on est tous confrontés, évidemment, problème de suivi médical.
avec notamment l'accès aux expertises qui nous pose beaucoup de difficultés sur les patients qui sont à domicile, aussi bien sur l'accès médecin traitant, parce que c'est là où on est vraiment dans la plus grande difficulté, c'est lorsque on n'a plus d'accès médecin traitant, soit parce qu'il est absent, soit parce qu'il est parti à la retraite, soit parce qu'on n'en a plus et qu'on ne trouve personne pour prendre la suite. Donc c'est des cas concrets qu'on a vécu et sur lesquels on a géré les choses de manière assez anarchique et pas forcément satisfaisante. On a eu aussi des problématiques sur des patients qui verbalisaient des demandes d'euthanasie où là l'équipe soignante prend peur et des retraits de soignants, des prises en charge. Donc là aussi, rupture du coup de l'équipe et des difficultés auxquelles on est confronté parce que finalement, on se retrouve un petit peu seul avec cette situation et il faut gérer du coup rapidement les choses. Des problématiques aussi de rupture avec tous les soignants, y compris les HAD, qui n'arrivaient pas à trouver d'intervenants libéraux pour intervenir. Voilà. Donc le sujet de la prise en charge médicale est une réelle difficulté aujourd'hui. Soins de support. Alors aujourd'hui, c'est clair que pour beaucoup des patients qu'on a accompagnés en cancéro, il y a la problématique effectivement de l'impact du virage ambulatoire et donc comment on offre à ces patients au domicile, sur leur lieu de vie, des soins de support pendant le cancer. Et c'est vraiment pendant le cancer que la difficulté se pose aujourd'hui, enfin telle qu'on l'a rencontrée sur le terrain, puisqu'on a une organisation après cancer, mais pendant le cancer, sur une prise en charge plus domiciliaire, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc nous, sur un territoire, on a la chance d'avoir une psychologue du coup qu'on mobilise, mais sur les territoires où on n'a pas de ressources, du coup, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Alors, dans les besoins qu'on a ressentis et mesurés dans les accompagnements, on était quand même très centré sur la psycho et la diète. La partie sociale, j'en parlerai sur le point suivant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement que pourquoi un DAC, il apporte aussi un regard complémentaire, et ce principe de subsidiarité aussi des DAC, c'est qu'on est vraiment dans une logique d'accompagnement global. Et on a vu sur certaines situations où déjà la problématique de l'entourage n'était pas forcément appréhendée dans la dimension globale de l'accompagnement. Donc on s'est retrouvé effectivement sur une situation où c'était une maman qui était isolée et pour lequel, en fait, on s'est rendu compte que les enfants étaient seuls à domicile alors qu'elle était en traitement et qu'il n'y avait eu aucun signalement fait à l'ASE ni de liaison avec les services de l'éducation nationale. Donc, on avait été au départ sollicité pour une coordination, on dira plutôt sur l'angle sanitaire, mais en fait, dans l'évaluation de la situation, on s'est rendu compte de ce grand trou dans la raquette. Donc on a fait tous les liens. On a aussi été confronté au fait qu'un patient atteint de cancer pouvait être lui-même aidant principal à domicile d'une personne dépendante. Donc là aussi, l'évaluation de la situation familiale et de l'entourage avait été négligée. Et du coup, finalement, on a aussi des solutions dans ces situations. Je vous parlais du dispositif d'hébergement temporaire d'urgence. C'est un dispositif, du coup, qu'on peut mobiliser et mettre à disposition comme levier, comme solution. On a aussi eu des cas de figure très concrets, c'est de la vie réelle, où notre infirmière de coordination arrive à domicile et puis trouve plein de choses sur la table. Donc c'était un patient atteint de troubles cognitifs et atteint d'un cancer, sur lequel effectivement tous ces rendez-vous, ces ordonnances, etc. étaient posés sur la table. Et bien évidemment, il y avait des rendez-vous le jour même qui étaient passés à la trappe et un certain nombre de rendez-vous passés. Donc là, l'objectif, c'était la réinclusion et l'accompagnement de la prise de rendez-vous à la programmation des transports pour faire en sorte que ce patient re-rentre dans son parcours.
Alors, ce volet-là, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. L'accès au droit et toute la partie sociale et administrative est quand même aujourd'hui une grande difficulté. Il y a, au niveau de la Corse, en plus avec la problématique des parcours Corse-Continent, des transports, des ententes préalables, etc. Beaucoup de sujets. Donc c'est vrai qu'on a été à l'initiative aussi de beaucoup d'activation d'ALD qui était passé à la trappe, de facilitateurs, parce qu'on travaille très bien avec nos 2 CEPAM pour essayer de régler les problématiques d'entente préalable et de problématiques de remboursement de transport. On a aussi beaucoup observé que sur les sorties d'hospitalisation, pour les patients qui avaient droit souvent, la RDH n'était pas activée, qu'il y avait du coup en fait des besoins en aide humaine qui étaient souvent pas couverts, par méconnaissance aussi des solutions, hein, des modalités de prise en charge. Je prends à titre d'exemple des choses aussi qu'on a capitalisées au niveau du DAC dans notre boîte à outils. Par exemple, on cotise tous à des caisses de retraite et que lorsqu'on est actif, on a droit à des aides. Y compris pendant notre vie active, c'est pas uniquement lorsqu'on est retraité et que voilà, on peut activer un certain nombre d'aides lorsqu'on a un problème de santé. L'accès aux ressources des assistantes sociales de secteur, hein, qui n'est pas toujours simple et des ressources pas connues. Et côté MDPH, on nous dit en fait pour les patients atteints de cancer, souvent on nous adresse des dossiers MDPH mais qui ne relèvent pas d'une prise en charge MDPH. Donc là aussi, on voit que sur ce volet social, finalement, d'accès aux droits et d'accompagnement, ça reste quand même quelque chose à travailler et à améliorer. Je suis désolée, je vais me faire mettre du temps, si on peut bientôt conclure pour répondre à une ou 2 questions. L'hébergement, donc la problématique d'hébergement, donc j'ai évoqué, quid des patients qui sont très éloignés et qui ont besoin de surveillance. Alors il y a les hôtels hospitaliers, mais au niveau de la Corse, c'est vrai qu'on considère que l'HTU, l'hébergement temporaire en EHPAD, ça peut être une solution du coup intéressante pour les personnes de plus de 60 ans. On a aussi, voilà, là aussi dans les problèmes concrets, été sollicité par un établissement pour essayer de rapatrier sur un projet de fin de vie une personne qui était hospitalisée dans un établissement de Corse vers sa famille. Donc on n'était pas sur un transfert inter-établissement et là on est rentré dans la mécanique concrète de finalement, elle avait besoin d'un accompagnement médical, son retour, et on n'a pas trouvé clairement de solution. Donc là, voilà, des problèmes très concrets sur lesquels on n'a pas pu faire valoir en fait le souhait de la patiente et de la famille. Alors bon, c'est un exemple, mais bon, qui illustre aussi voilà, la réalité de terrain, parce qu'on a des problématiques concrètes sur lesquelles il va falloir qu'on avance. Bon, c'est un exemple d'un patient qu'on a eu en signalement sur une sortie d'hospitalisation, donc qui était atteint d'un cancer. On était sur une 3e ligne de traitement, sur une sortie d'hospitalisation du continent vers la Corse. Donc on a été déclenché par une équipe mobile pour un appui sur une sortie d'hospitalisation pour s'assurer de l'instauration du traitement morphinique avec une mise en place d'infirmiers avec un passage 2 fois par jour. Donc ça, je ne sais plus en termes de jours, mais c'était le mercredi. Donc on explique en fait la difficulté, qu'il n'y a plus de réseau soins palliatifs sur le territoire, qu'on ne va pas trouver l'infirmière qui va pouvoir passer 2 fois par jour le lendemain, et qu'on propose du coup un transfert vers l'unité de soins palliatifs d'Ajaccio, le temps de pouvoir sécuriser les choses. Le lendemain, on rappelle, manque de peau, le patient était dans l'avion. Donc on s'est retrouvé très très en difficulté à gérer effectivement une planification d'une infirmière qui a fini par accepter un passage 1 fois par jour. Le médecin traitant était en vacances, il n'était pas joignable. À l'arrivée du patient au domicile, donc notre infirmière est arrivée au domicile pour faire le point avec le patient. On découvre qu'il y avait une instauration d'une nouvelle chimio orale.
Donc là, panique à bord. On se rend compte qu'on n'avait pas de fiche, qu'il n'y avait pas eu de coordination sur la partie traitement, que l'équipe mobile de Saint-Pal n'était pas au courant qu'il y avait instauration de la chimio. Préparation du pilulier, je vous raconte pas comment ça s'est fait. Évidemment, 48 heures après, un événement indésirable qui donne lieu à une hospitalisation avec un retour à domicile qui a donné lieu, médecin traitant toujours pas joignable, à 2 nouveaux passages aux urgences dans un CH de proximité et qui a abouti quelques jours après à un transfert sur le centre hospitalier d'Ajaccio avec un décès et un parcours de fin de vie chaotique. Voilà. Et c'est typiquement le genre de parcours qu'au niveau du DAC, on veut aussi partager pour pointer du doigt aussi les difficultés et quelles doivent être les priorités. Et je pense que le sujet de la communication, finalement, est déjà vraiment le pilier clé. Et que, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils numériques, etc., qui sont à notre disposition, mais que les solutions de coordination régionale numérique restent aujourd'hui un levier pour pouvoir faciliter cet échange et sécuriser les parcours. Voilà. Merci beaucoup. Riche, très complète. On n'a plus de temps pour les questions. On va peut-être dépasser un petit peu sur le buffet. 1-2 questions maximum. En fait, moi, je voudrais juste faire une réflexion d'usager. Alors, toutes les présentations étaient super intéressantes, mais en fait, personne ne parle du dossier médical que le patient a sur lui, de la Sécu, et qu'a priori, aucune coordination s'en sert. Donc, à quoi ça sert et pourquoi on l'a mis en place? Je recommence? Non, elle va revenir plus tard dans l'après-midi. On va reprendre ce sujet. Oui. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou un autre commentaire? Puisque là, pour le coup, ce n'était pas une question. C'était une remarque constructive. Alors, pour répondre à la question du DMP, on attend une matrice d'habilitation d'accès au DMP des DAC qui est en cours de validation. Et donc, les DAC vont avoir accès au DMP et ce DMP sera connecté à notre dossier de coordination régionale. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir tous les outils qui se connectent les uns aux autres pour faciliter ce partage d'informations. Oui, Santa, on peut aussi ajouter que Louis-Charles de l'ARS, qu'en fait, ce sera une obligation. Juste un peu de silence, s'il vous plaît, pour qu'on entende les réponses. Merci. Pour vous répondre donc, sur ce sujet du DMP, ce sera une obligation qu'il y ait une partie des informations qui soit, mais que ce soit pour les DAC, mais je pense qu'on y va aussi pour les CPTS et d'autres structures telles que celle-là. On va vers une obligation de verser certaines informations dans le DMP. Après, vous savez comme moi que la capacité, le défi de communiquer sur le DMP et de faire en sorte que tous les citoyens s'en saisissent, c'est un autre défi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. Je ne vois pas. Je crois que tout le monde a faim. Alors, avant de vous lever, je voulais déjà remercier Madame Santa Otave d'avoir fait le déplacement de Corse et pour son intervention qui était extrêmement intéressante. Je remercie nos 2 modératrices, Dr Ducré, Madame Lavigne. Merci beaucoup. Et avant de vous libérer, je voulais vous remercier pour ces échanges de ce matin. Je pense qu'on aura les mêmes cet après-midi. C'était vraiment intéressant. On a du coup les informations à retenir, toujours les posters qui sont affichés. On vous invite à aller voter pour le prix du public. Deuxième information, à 14h, on vous retrouve pour l'intervention de l'ARS PACA sur l'ETP, sa place en ville. Et on a également les speed meetings qui se dérouleront dans la salle juste en bas à droite avec le parcours numérique, le parcours oncogériatrique, le parcours AJA et REOP où vous pouvez rencontrer nos experts régionaux. Et troisième et dernière information du docteur Di Palma qui vous invite à scanner un QR code. Je vais vous laisser les informations là-bas. C'est pour l'Apsos, pour participer au 3e baromètre sur les soins oncologiques de support. Voilà, je vous pose tout ça là-bas et je vous souhaite un bon appétit. Merci.